Dans Mythbuster aujourd'hui, La machine infernale. peut-on fabriquer un propulseur dorsal grâce à des plans trouvés sur Internet? C'est bon, je suis prêt. Adam et Jamie ont-ils vraiment l'étoffe des héros? Il faut que ça décolle. Les apprentis Mythbusters servent de cobayes pour vérifier le mythe du pouvoir des pyramides. Chérie, un petit bisou. Qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil. Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. T'es coin-coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Soit on vole, soit on se tue. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. On va s'attaquer à un mythe génial. C'est le genre de pari que j'adore, un vrai défi technique. Il va falloir faire appel à nos talents d'ingénieurs. C'est clair. On a acheté des plans sur Internet pour moins de 100 $. Ils sont censés nous permettre de fabriquer nous-mêmes un propulseur dorsal capable de fonctionner. Tout ça en un mois avec 10 000 $ de budget. Évidemment, sinon ce serait trop facile. L'homme a toujours rêvé de voler grâce à ce type d'engin. It's my strong conviction that by utilizing these inner universal forces, we shall all be able to fly like the birds. Adam et Jamie sont les dignes héritiers de toutes les têtes brûlées qui ont essayé de quitter le plancher des vaches. Head forward, lift your feet. Good. Mais le taux de réussite n'a jamais été très encourageant. Fabriquer son propre propulseur dorsal relève-t-il donc de l'utopie? Quel type d'engin allons-nous construire? À quoi ça va ressembler? En fait, il n'y a pas de réacteur sur cette machine. Il s'agit d'un moteur à essence, fixé dans le dos, et de 2 hélices dans une gaine. C'est une sorte d'hélicoptère à décollage vertical propulsé par des ventilateurs? Oui, une espèce d'hélico portable que tu peux emmener partout. C'est l'idée. Sans réacteur. Sans réacteur. Il s'agit donc d'un moteur dorsal d'une puissance de 60 chevaux qui actionne 2 hélices. Celles-ci sont entourées de 2 gaines qui, selon les concepteurs, assurent une poussée suffisante pour porter un pilote de 90 kg. Ces plans étant assez incompréhensibles, il va falloir faire un gros effort d'imagination. À en croire leur notice, tu bricoles 2 trucs et tu peux voler comme Superman. Délire. 80 km/h, les doigts dans le nez. Disposant de peu de temps et d'argent, Adam et Jamie vont avoir besoin d'aide. Toute l'équipe est mobilisée. Un renseignement sur le moteur Rotax 503. Jamie consulte des experts en aéronautique sur les pièces mentionnées dans le plan. Vous connaissez quelqu'un qui ait réussi à voler en suivant ce plan? Oui, ça semble très dangereux. Quelques petits calculs. Et voici le verdict. Après avoir étudié en profondeur toutes les pièces dont nous allons avoir besoin, je pense qu'en théorie, ce truc a une chance de voler. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Après enquête, ces plans semblent n'avoir jamais permis à personne de voler. Adam et Jamie décident d'aller à la recherche d'un pilote de propulseur chevronné. Ils ont rendez-vous avec Nino Amareno, un expert en la matière. C'est un propulseur? Non, plutôt une fusée, équipée d'un moteur et d'un carburant de fusée. Le moteur proprement dit est en haut, avec une tuyère de chaque côté. À première vue, le système a l'air assez simple. Mais j'imagine qu'il est plus complexe qu'il n'y paraît, non? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes? C'est vrai que ça a l'air simple. Pourtant, des tas de gens ont essayé d'en construire une sans jamais y arriver. Les premières tentatives de mise au point d'une fusée dorsale datent des années 50. Les pilotes d'essai ont eu du mal à s'en remettre. Mais la perspective de créer une infanterie volante a incité l'armée à investir. En 1961, l'engin développé par l'ingénieur Wendell Moore marque un véritable tournant.
Après une longue mise au point, ce prototype parvient à voler à 18 mètres d'altitude et à friser les 100 km/h. Malheureusement, il se révèle trop bruyant et l'armée finit par abandonner le projet. Un tas de gens ont cherché par tous les moyens à fabriquer un appareil permettant à tout à chacun de voler. C'est une sorte d'utopie universelle. À votre avis, comment peut-on expliquer ça? Je crois savoir ce qui pousse les gens à vouloir construire un tel appareil. De toutes les machines volantes jamais conçues, c'est la seule que Monsieur Tout-le-Monde n'a jamais réussi à reproduire chez lui. Je comprends ce qui séduit les gens. Ils s'imaginent bien en train de dire « Je pars au boulot, chérie. À ce soir. » Plus tard, Jamie voudrait être homme fusée. Je ne l'ai jamais vu heureux comme ça. Transportés par la fusée dorsale de Nino, Adam et Jamie font le tour des cases pour dégoter les pièces de leur futur prototype. T'as vu ça? C'est incroyable! 6 mois de consommation de boissons gazeuses pour un Américain moyen. Devant ces immenses sculptures de métal, Adam pète un câble. J'ai choisi d'intituler cette œuvre derrière moi « Entre là ». Il s'agit d'une allégorie sur le désordre de la société contemporaine. Une sorte de Capharnaüm, quoi. Adam et Jamie sont très populaires dans les décharges. Impossible d'échapper à leurs admirateurs. Vous êtes sur quoi? Un propulseur dorsal. Soit on vole, soit on se tue. Vaut mieux voler? Nos amis cherchent de l'aluminium. Selon la notice, c'est le matériau parfait pour voler, aussi léger que résistant. Il y a de quoi fabriquer une aile entière. On a vraiment des centres d'intérêt étranges. Je crois que j'ai jamais vu un morceau d'aluminium aussi gros. J'en ai vu qu'un seul plus gros. Le simple fait de regarder ce truc, ça m'excite à mort. Assez fantasmés, Adam et Jamie quittent l'entrepôt ravis de leurs emplettes. Quand on vient dans ce genre d'endroit, on achète toujours plus que prévu. Dans cette plaque d'alu de 40 cm de large, on taillera le gros de la structure. Ces glissières en fer serviront à fabriquer les supports transversaux et les bras de direction. C'est vraiment un matériau fantastique. J'adore travailler l'aluminium. Je suis trop resté au soleil. J'adore l'aluminium. Aluminium, je t'aime. Adam est aux anges. Nos amis vont-ils atteindre le 7e ciel ou seront-ils contraints de garder les pieds sur terre? En attendant d'être fixés, nos amis vont se pencher sur un mythe de l'Égypte antique, fondé sur une formule mathématique prétendue magique. On raconte que les pyramides ont été construites selon une géométrie sacrée qui leur a permis de conserver les momies qu'elles abritent. Aujourd'hui encore, certains prétendent que cette formule miraculeuse peut empêcher les fruits de pourrir ou les lames de rasoir de s'émousser. Et pourquoi pas redonner tout son tonus à Adam? D'habitude, on laisse de côté les mythes les plus délirants. Mais on a décidé qu'il était temps de s'attaquer au mythe de la pyramide. On lui prête un tas de pouvoirs magiques. Garder les rasoirs tranchants, garder le lait et les fruits frais. Je pense que vous êtes les candidates idéales pour mener à bien cette enquête. Un scientifique digne de ce nom doit garder l'esprit ouvert, ne pas avoir d'idées préconçues et mener des investigations rigoureuses. Il vous faudra fabriquer beaucoup de pyramides en un temps record. Moi, je reprends ma sieste. Faites beaux rêves. Nos bâtisseurs de pyramides perceront-ils cette énigme cosmique? Où est cette maudite formule? Première étape, construire des pyramides en suivant les indications d'architectes contemporains. J'y comprends rien. Les instructions se révélant quelque peu brumeuses, notre équipe décide de demander des éclaircissements à un spécialiste en la matière qui y croit dur comme fer, Jerry Tomlinson. Vous êtes notre illuminé de service en matière de pyramides. On a plein de questions à vous poser. Vous croyez vraiment au pouvoir magique des pyramides? Absolument. Il y a un Tchèque qui a déposé un brevet d'aiguiseur de rasoir baptisé Khéops. On met des lames de rasoir dessous. Grâce à ce truc, les lames émoussées s'aiguisent toutes seules. J'ai essayé moi-même. Et au bout d'une semaine, elles semblaient couper beaucoup mieux.
Visiblement, Tori n'est pas convaincu. D'après vous, le matériau utilisé a-t-il une incidence sur le résultat de l'expérience? Eh bien, en tout cas, le cuivre est vraiment idéal. Mais ça doit marcher. Je ne sais pas. Non, je dis des bêtises, ce n'est pas ça. On m'a dit que c'était la forme le plus important. Le matériau change peut-être quelque chose, mais le plus important, c'est la forme de la pyramide. Nos amis sont encore plus perplexes après avoir quitté Jerry. Eh les filles, notre pyramide en kit est arrivée. Celle qui affûte les lames de rasoir? Exactement. Montre. On s'est fait avoir. Combien tu l'as payé? $38, c'est l'arnaque. On ne sait jamais. Si elle conserve les fruits et affûte les rasoirs, c'est un bon investissement. Si le matériau de la pyramide semble ne pas avoir d'importance, ses dimensions doivent être précises. Pour qu'elle fasse effet, la réplique doit respecter l'échelle exacte de la pyramide égyptienne originelle. Or, celle-ci a l'air un peu bancale. Elle est prête. Vous sentez quelque chose? Approche-toi. Ne pointe pas ce truc sur moi. Carrie, mets ça sur ta tête. Tu te sens plus légère? Tu te momifies? Je peux lire dans vos pensées. Et Tori pense que le pouvoir de la pyramide leur réserve bien des surprises. L'homme a rêvé de mettre au point un propulseur dorsal avant même de pouvoir voler dans les airs. Mais aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Le commun des mortels est-il en mesure d'en bricoler un au fond de son garage? Pour en avoir le cœur net, Adam et Jamie partent acheter un moteur ultra léger dans un magasin de pièces détachées d'avions. Je vous écoute, messieurs. Il nous faudrait un Rotax 503 à double carburateur. Vous en avez un en stock, je crois. Oui, On peut le voir? je vais le chercher. C'est le moteur mentionné sur les plans, mais le vendeur leur conseille un modèle plus léger et plus puissant, le Rotax 583 à refroidissement liquide. Je vous garantis qu'il vous fera décoller du sol. Ce moteur est super puissant. C'est ce qu'on cherche. Exactement ce qu'il nous faut. Adam et Jamie détiennent peut-être l'instrument qui peut les mener à l'exploit. Ce truc peut nous faire entrer dans la légende. Cet engin développe autant de chevaux que notre camionnette. C'est comme si on s'attachait un moteur de voiture dans le dos. On rentre à l'atelier. Au boulot. Dès l'arrivée au QG, la construction démarre. Jamie est particulièrement enthousiaste. C'est le genre de projet qui me motive à fond. Je sens que je vais avoir du sommeil en retard. Ça prend forme. C'est parti, messieurs, dames. Pendant que Jamie fabrique la structure de l'appareil, Adam s'attaque aux gaines des hélices. Sans elles, la poussée générée par les hélices s'éparpillerait. Leur présence permet de concentrer la poussée, mais aussi de créer un effet d'aspiration qui assure la portance de l'ensemble, comme les ailes d'un avion. Mais ça ne fonctionne que si l'écart entre le bout de l'hélice et la gaine est inférieur à 1,6 mm. Selon la notice, les hélices devraient assurer une poussée de 225 kg, largement de poids soulevé de Jamie. Adam découpe de fines bandes de mousse isolante. Une fois assemblées comme dans un igloo, elles formeront l'intérieur des gaines. Je vous assure que Jamie et moi, on prend vraiment notre pied sur ce type de projet. On raffole de ce genre de défi. On s'est renseigné et personne n'a jamais réussi à faire voler un engin comme ça. Ce serait vraiment très fort si on parvenait à en construire un qui fonctionne. Les gaines semblent assez solides. En revanche, Jamie commence à se rendre compte que les plans de la structure elle-même sont absolument incompréhensibles. Sur les plans, l'idée générale a l'air de tenir la route. Mais quand tu regardes dans le détail, ça devient complètement absurde. Par exemple, le moteur de 40 kg est censé être fixé directement sur une plaque d'aluminium extrêmement fine. Ils disent d'accrocher ce truc au centre de la plaque. C'est la partie qui supporte le moteur. Un moteur de 62 chevaux. Sur une petite plaque d'alu. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher. En tout cas, il est hors de question que je pilote ce truc. C'est flippant. Les plans laissent Adam et Jamie très perplexes. Sont-ils devant le scénario de Top Gun ou d'un film catastrophe? C'est frustrant, presque révoltant de voir les approximations de ces plans.
Pourtant, le résultat auquel ils parviennent n'est pas totalement inintéressant. À première vue, ces plans ont été dessinés par quelqu'un de timbré. On se dit que ça pourrait peut-être fonctionner, mais certains détails sont vraiment aberrants. Pour plus de sécurité, Jamie renforce le support du moteur à l'aide d'une plaque, puis il commence à mettre en place la structure du propulseur. Ça a l'air de coller. Et voici les hélices, créées sur commande par un fabricant d'aéroglisseurs. Difficile d'imaginer que ces trucs pourraient me permettre de décoller du sol. Voilà. Ça devrait ressembler à ça. Toujours plus loin, toujours plus haut. Malgré leurs craintes, cet engin improbable volera peut-être. D'après les nombreux calculs que j'ai effectués au départ, ce truc a une chance de voler. Maintenant, le fait que personne n'ait jamais réussi à voler avec ce genre d'engin est assez troublant. Et si on était les premiers à y arriver? Nous serons bientôt fixés. Mais revenons tout d'abord à l'expérience menée par nos apprentis sur l'étrange pouvoir de conservation des pyramides. 4 pyramides miniatures vont être construites, abritant du lait, une demi-pomme, une demi-lame de rasoir et une demi-fleur. Les moitiés restantes, conservées hors des pyramides, serviront de témoins. Selon le mythe, le pouvoir cosmique n'opère pleinement que si les dimensions de ces maquettes reproduisent précisément les mensurations d'une pyramide parfaite. Tori, ce serait une vraie pyramide d'or. Pour obtenir un tranchant optimal et une fraîcheur absolue, il faut aussi que la pyramide soit alignée sur le pôle nord magnétique. L'équipe ne ménage pas sa peine pour vérifier la validité du mythe. On les sépare, une dedans et l'autre dehors? Non, on va plutôt en prendre une et la couper en deux. Carrie découpe une rose au rasoir. Tori a opté pour un outil un peu plus gros pour trancher sa pomme. Parfait. On est loin de la dissection de laboratoire. Carrie se charge également de verser l'échantillon de lait avant de préparer une lame de rasoir. Je suis en train d'émousser cette lame pour la placer sous la pyramide et l'aiguiser à nouveau. Chaque moitié d'objet est placée sous une pyramide, à 1/3 de la hauteur totale. C'est là que se situe la chambre funéraire du pharaon dans la vraie pyramide et que se concentrerait le pouvoir magique de l'édifice. Il n'y a plus qu'à attendre. Pour patienter, nos chercheurs vont lancer une autre expérience avec cobaye. Nous allons demander à Tori de raser chaque moitié de son visage avec un rasoir différent. Nous placerons l'un d'entre eux sous une pyramide pour voir s'il s'affûte. Chaque jour, nous comparerons le rasage des deux côtés. En gros, Tori va se raser pendant 2 semaines pour faire avancer la science. Je me suis rasé des deux côtés de la même façon. Les lames sont dans le même état. Celle-ci restera sous une pyramide et celle-là à l'extérieur. On verra si la première rase mieux. Les 2 rasoirs sont eux aussi alignés sur le pôle nord magnétique et placés à la même hauteur. Il n'y a plus qu'à attendre. En bon scientifique, Oui. ayons l'esprit ouvert. Cela fait 1 semaine que Adam et Jamie ont commencé à assembler le propulseur. On peut s'écraser? Ouais, tu vas voir. Sur la falaise, par exemple. Non, plutôt le dirigeable. Adam et Jamie ont décidé de visiter le Hiller Aviation Museum pour en savoir plus sur les engins volants monoplace. Avec le nom qu'il a, leur guide ne risque pas de se perdre dans les couloirs. Je m'appelle North East West, comme le nord, l'est et l'ouest d'une boussole. Je suis le directeur de ce musée de l'aviation. Il a perdu le sud? Voici l'ancêtre de tous les propulseurs, la plateforme Hiller. Elle doit son nom à Stanley Hiller, son inventeur, et a été financée par l'armée américaine. C'est l'une des premières hélices carénées? C'est la première hélice carénée qui est soulevée un homme. C'est vrai? Oui. La plateforme Hiller tient plus du tapis volant que du propulseur. Son pilote doit se tenir debout au-dessus d'une large hélice carénée. Son premier vol s'est déroulé dans le plus grand secret en janvier 1955. Quand l'armée américaine a dévoilé son invention quelques mois plus tard, le monde entier la lui a enviée. J'adorerais avoir ça chez moi. À l'époque, le développement de cette machine a coûté environ $1 demi-million. C'est sans doute pour ça que tout le monde n'en a pas une dans son garage. Ce serait dangereux surtout. Notre version ne coûtera que $2000. Ouais.
Bien que la plateforme fonctionne, l'armée trouve le véhicule trop dangereux et finit par enterrer le projet. Seulement 7 exemplaires verront le jour. Malgré tout, le principe de la propulsion à l'aide d'hélices carénées aura encore de beaux jours devant lui. Cette machine, le Solotrek, a été conçue dans les années 90. Sa forme rappelle quelque chose à Adam et Jamie. Jamie, inutile de construire notre propre machine. On vient de trouver ce qu'il nous faut. Comme le propulseur dorsal en cours de fabrication, le Solotrek est propulsé par 2 hélices carénées entraînées par un moteur à essence. Ce qui est frappant, c'est le côté totalement artisanal de cet engin. Quand on regarde les éléments dans le détail, on voit bien que ça a été fabriqué par la main de l'homme. Je trouve ça vraiment génial. Ce prototype n'a jamais volé. Mais ses descendants, développés par les militaires, ont rencontré plus de succès. Hollywood a même mis en scène le Solotrek dans le film Cody Banks, Agent secret. Mais ce sont uniquement les effets spéciaux qui lui permettent de voler. Dans la réalité, l'engin n'en est encore qu'au balbutiement. Voici son premier vol d'essai, filmé en novembre 2003. Et il a fallu 7 ans de travail et un budget de 10 millions de dollars, rien que pour en arriver là. Mais que pensent nos bricoleurs de tout ça? Avez-vous déjà entendu parler de ce mythe qui voudrait que n'importe qui, à l'aide de plans basiques achetés sur Internet, puisse construire et faire voler un engin se rapprochant du Solotrek? Je collectionne ce genre de plans. C'est vrai? Oui. Vous savez si quelqu'un est parvenu à construire une machine de cette façon? Non, pas pour ce type de véhicule. Je n'ai jamais vu d'autre engin volant qui s'approche du Solotrek. Adam et Jamie quittent le musée avec un sentiment mitigé. C'est confirmé, on peut voler grâce à des hélices carénées. Mais de façon très limitée. Le projet s'annonce plus qu'aléatoire. Pour moi, il y a 15% de chances que ça décolle, ce qui n'est pas mal du tout. Les calculs sont là. Ça va se jouer dans les petits détails. Réflexion faite, je serais moins optimiste. J'évaluerais à environ 5% les chances de voler. Par contre, il y a 80% de chances pour que ce truc fasse un vacarme de tous les diables. Et surtout 15% de chances pour que ça se termine vraiment très mal. Mais entre-temps, nos amis ont reçu un cadeau surprise. Ce petit moteur est super, mais un fan de l'émission nous a proposé un autre moteur, plus léger mais aussi puissant. Pour moi, le poids du moteur va jouer un rôle capital, donc j'ai fait le choix de renvoyer celui-là. Jamie a aussi décidé d'opérer une modification majeure par rapport au plan. En visitant le musée, je me suis rendu compte qu'une problématique revenait sans arrêt sur ces machines. Le manque de stabilité. En essayant de trouver une solution simple et peu coûteuse à ce problème, je me suis dit qu'il suffisait de placer le moteur plus bas sur l'engin. En abaissant le moteur et en allongeant l'appareil, Jamie espère gagner en stabilité, si jamais la machine parvient à décoller. Utiliser un stabilisateur gyroscopique reviendrait trop cher. Abaisser le poids du moteur semble alors une bonne alternative. Malgré le gain de poids lié au nouveau moteur, l'allongement de la structure rendra l'engin plus lourd. Mais Jamie n'est pas inquiet. On va bien se marrer. 10e jour de travail, Adam vérifie l'assemblage de ses gaines après séchage. Parfait, en voilà une de prête. Je suis assez content du résultat. Donc, il y en aura une ici et une autre là. C'est bon, je suis prêt. Adam a fabriqué un tour spécial qui lui permet de poncer la mousse et de la modeler avec un maximum de précision. Ça a l'air de très bien fonctionner. Mais je commence à me dire que je ne suis pas au bout de mes peines. Quelques heures plus tard, Adam se laisse submerger par un coup de blues. Enfin, de bleu. Quelle horreur. J'en ai fait qu'une sur les deux. J'en suis qu'à la moitié. C'est pas bon pour le moral. Chaque gaine exige finalement 8 heures de ponçage énergique. L'horloge tourne, mais Adam a l'air plutôt content. En définitive, n'importe qui peut faire ça dans son atelier pour un budget d'environ 75 $. Et c'est bien ça qu'on cherche à savoir. Monsieur tout le monde peut-il faire ça chez lui? De son côté, Jamie a bien avancé sur la structure. Il a abaissé le moteur et fixé l'extension du châssis. Parfait. Excellent timing. Le système d'entraînement vient d'être livré. Voici les poulies qui seront couplées à chacune des hélices.
Et ça, c'est une courroie de transmission. Il y en aura une sur chaque hélice qui reliera son moyeu au moyeu central du moteur. Voici le moyeu central en question. Alors que Jamie installe le système de transmission, Je m'entraîne pour être gogo danseur. Adam est assez flippé. Il va attaquer l'étape suivante de la fabrication des gaines en les plaçant dans une poche à vide. Je suis assez tendu. Appliquée à la fibre de verre, cette technique de l'industrie aéronautique assure une solidité maximale pour un poids réduit. D'abord, une couche de Kevlar, un matériau utilisé pour fabriquer les gilets pare-balles. C'est très léger, mais ça renforcera la structure en cas d'accident. Puis Adam tapisse la mousse des gaines de fibres de carbone, qu'il enduit ensuite de résine. C'est vraiment parfait. Je suis content. Une couche de peel ply pour finir. J'ai le dos en compote. On dirait de la gym. En avant, en arrière, comme ci, comme ça. Puis un tissu absorbant pour éponger l'excès de résine. J'espère que ça va marcher. La gaine est enfermée dans une poche que Adam relie ensuite à une pompe à vide. La pression fait pénétrer la résine dans les éventuelles bulles d'air et garantit la légèreté et la longévité de l'ensemble. Et voici la touche finale. Un petit séjour dans un four improvisé, une couverture chauffante. Prêt à déguster. Adam laisse la gaine cuire jusqu'au lendemain. Il rejoint Jamie qui se prépare à tester la stabilité du propulseur. On va voir ce que ça donne. On pourrait resserrer les sangles. Ça me gêne de te tripoter l'entrejambe. Décollage. L'abaissement du moteur se révèle payant. Le résultat correspond à mes prévisions. La configuration de l'appareil fait que le poids du moteur compense celui du pilote à l'avant. Pour être honnête, c'est assez proche de ce que décrivaient les plans d'origine. Bon, on va boire un café? C'est parti. Salut Jamie, à plus. À tout à l'heure. Adam est impatient de démouler la gaine. Et le résultat tient ses promesses. Ce côté m'a l'air parfait. C'est vraiment génial. Tu sais quoi? Je suis content. Visiblement, Adam est content. Ça déchire. La touche finale, une dernière couche de résine d'époxyde. L'extérieur est super lisse. Je suis content. J'ai même dormi dedans. J'ai l'air content, non? Plus que 10 jours, nos amis posent la première gaine et commencent à entrevoir le bout du tunnel. Attends, je veux voir ce que ça donne. Punaise. Chérie, je suis rentré. Mais voici des visiteurs de la plus haute importance, les inspecteurs de la FAA, l'aviation civile américaine. Merci de votre visite. Officiellement, ces messieurs sont venus pour délivrer un agrément au propulseur. Officieusement, par pure curiosité. Vous en pensez quoi? Ça peut voler? Jamais vu un tel engin. Vous le piloteriez? Sûrement pas. On n'a pas réussi à les joindre. Mais auriez-vous quelque chose à dire aux types qui vendent ces plans? Je m'inquiète, surtout pour votre sécurité si vous parvenez à faire voler ce truc. Il n'a jamais été testé. Ça s'annonce mal. Pourtant, les inspecteurs décident de classer le propulseur dans la catégorie ultra léger. Autrement dit, il est autorisé à effectuer un vol d'essai non réglementé. Le verdict est génial. Tant que l'appareil ne dépasse pas un certain poids, on peut s'attacher ce qu'on veut sur le dos et voler avec. Bien sûr, ça implique de ne pas pénétrer dans l'espace aérien officiel, ni de blesser quelqu'un. Adam et Jamie cravachent dur pour terminer la construction dans les délais. On s'entend plus! Les gaines sont soudées à leur place ainsi que les gouvernails de direction. Jamie a introduit une nouvelle modification par rapport au plan, en ajoutant des barres de renfort pour soutenir les hélices. Puis il installe les accoudoirs, les joysticks et la manette des gaz. Plus l'échéance approche, plus la tension monte. Je crois que je ferai ce genre de tête pendant tout l'essai. Cette tête. 4 semaines jour pour jour après le début de la construction, le propulseur est enfin terminé et prêt à voler. Cet engin a de la gueule! Le fruit d'un mois de dur labeur. Adam et Jamie vont-ils devenir les magiciens de l'aéronautique amateur?
ou bien grossir la liste des bricoleurs fumeux. On a bossé comme des chiens sur les pièces de ce truc pendant 4 bonnes semaines. C'est l'un de nos projets les plus longs et je suis impatient de voir le résultat. J'ai un peu la pétoche, mais c'est l'excitation qui prime. Même si le résultat était catastrophique, j'aurais pris mon pied. Mais si c'est un succès, c'est le monde entier qui sera à vos pieds. Pendant ce temps-là, nos apprentis testent toujours les pouvoirs prétendus magiques des pyramides. Conservent-elles vraiment les fruits et aiguisent-elles les rasoirs? Pendant que les choses pourrissent, ou pas, Tori se fait faire la barbe. Non, c'est vraiment horrible. C'est moi ou le rasoir? Je ne sais pas. Ok, c'est bon pour ce côté-là. Terminé pour le rasoir de la pyramide. Mais le témoin n'est pas mal non plus. Alors, y a-t-il une différence? Celui de gauche était nettement plus émoussé que celui de droite. Je suis content que ce soit fini. Si la lame de gauche est effectivement plus émoussée, cela semblerait confirmer le pouvoir magique des pyramides. Il est temps de vérifier les aliments. Le lait tourné et les pommes pourries, ça me dégoûte. Le lait s'est transformé en fromage, mais ce n'est pas tout. Cette pomme l'a pourrie beaucoup moins vite que l'autre. C'est clair. Tu sens les ondes? J'y crois pas, c'est dingue. Ces crétineries fonctionnent vraiment. Qu'on y croit ou pas, ces pommes ne s'abîment pas au même rythme. Est-ce dû au pouvoir des pyramides ou y a-t-il eu un pépin pendant l'expérience? Il faut consulter un égyptologue. Que savez-vous du pouvoir des pyramides? Le mythe veut que la forme géométrique elle-même participe au processus de conservation de la dépouille des pharaons. J'imagine que, par extension, certaines personnes sont persuadées que les pyramides conservent n'importe quelle chose placée à l'intérieur. Mais à ma connaissance, rien ne prouve que les Égyptiens eux-mêmes croyaient à la généralisation de cette propriété. Ce nouvel éclairage sonne-t-il le glas du mythe lié au pouvoir des pyramides? En effet, pour le professeur Manning, ce sont les techniques d'embaumement qui ont conservé le cadavre des pharaons, en aucun cas la forme des pyramides. Prenons des nouvelles de la pomme. C'est le 15e jour de décomposition. Celle-ci pourrit clairement moins vite que celle-là. La pomme de la pyramide défie toute logique. Sa couleur et son apparence ne se sont pas modifiées et elle n'est pas couverte de moisissures. En revanche, les deux fleurs sont identiques. Elles se sont desséchées, je ne vois pas vraiment de différence. Et le lait? Mon Dieu, quelle horreur! Ça grouille de bestioles. Ça grouille de bestioles immondes là-dedans. Et dans l'autre? C'est plein d'asticots. Les deux échantillons de lait sont pris d'assaut par les asticots. Dernière vérification, les lames de rasoir. Nous avons apporté nos lames ici, à l'Académie des sciences de Californie. En les observant au microscope électronique, nous verrons si la pyramide les a modifiées. Bonjour Scott. Bonjour. Je m'appelle Carrie. Enchanté. Scott est un pro du microscope électronique. Il va d'abord observer la lame témoin en la grossissant 2500 fois. Difficile de s'imaginer que cette espèce de forêt est le tranchant d'une lame de rasoir. L'irrégularité de la lame montre qu'elle est très émoussée. Qu'en est-il de la lame qui a séjourné sous la pyramide? Pour moi, il n'y a pas de différence. Mises côte à côte, les photos de chaque lame confirment cette impression. À chaque degré de grossissement, elles sont similaires. Rien à voir avec le cliché d'une lame neuve. L'aiguisement sous pyramide semble donc inefficace. Qu'en pense Tori? Nous voici donc arrivés au 16e et dernier jour de notre expérience. Tu es prêt? Oui. Tout d'abord, le rasoir témoin. Aïe. Cette lame ne coupe rien du tout. J'ai mal pour lui. Autant se raser avec une biscotte. Celle de la pyramide? Ça peut pas être pire. Prions pour que ça ait marché. Moi qui croyais que tu aimais me voir souffrir. Bien sûr que non. Alors? Aucune différence.
Les deux lames sont aussi nulles l'une que l'autre. J'ai l'impression de m'épiler les poils un par un. Basta. Cette lame est morte. Je veux un vrai rasoir. Vite, la trousse de secours. Je suis bien content que l'expérience soit terminée. Ça va? À ton avis, j'ai l'air d'aller bien? Cette partie du mythe de la pyramide magique est ridicule. C'est toi qui es ridicule. Son charme animal lui reste intact. Chérie, un petit bisou? Je te plais pas comme ça? Pourquoi? T'as vraiment une sale tête. Pendant ce temps, la mise au point du propulseur dorsal a conduit Adam et Jamie jusqu'à Davis, en Californie, l'endroit où est née la Skycar de Paul Moller. Punaise, il me faut ce truc. Il y a même la place pour mettre les enfants. Le professeur Paul Moller a consacré un demi-siècle et 200 millions de dollars à essayer de mettre au point une voiture volante. Selon lui, voici la voiture de l'avenir. Vous pensez qu'un jour je pourrais en acheter une et survoler San Francisco pour aller au boulot avec? Oui, tout comme le professeur Daniel Golden, l'ancien patron de la NASA, je suis persuadé qu'un quart de la population possédera ce véhicule dans 10 ans. Golden est même allé plus loin, en affirmant que 9 personnes sur 10 en seront équipées d'ici 25 ans. S'il dit vrai, dans un avenir proche, nous circulerons tous dans le ciel comme dans les dessins animés. Cela fait plusieurs décennies que les inventeurs promettent des véhicules volants aux particuliers. Mais aujourd'hui encore, tout cela reste de la science-fiction. Tu crois que c'est du pipeau ou quoi? En tout cas, c'est très sympa. Il faudra y venir. On ne peut pas bitumer indéfiniment la surface de la Terre et construire des routes partout. La circulation commence à devenir impossible. Il n'y a pas d'autre solution. À part se fabriquer un propulseur dorsal. En un mois, Adam et Jamie ont su relever le défi à partir de plans achetés sur Internet. L'heure de vérité tant attendue est arrivée. J'estime que cet engin a 25% de chances de fonctionner de manière satisfaisante. Les 75% de chances restants représentent la probabilité que tout ça aboutisse à un échec spectaculaire. Mais une chose est sûre, il y a 100% de chances que je me fasse mal dans l'hypothèse où ce truc accepte de décoller. En effet, ce propulseur paraît très dangereux. Mais cela ne semble pas gêner Buster, la tête brûlée de service. Adam, pour sa part, est de moins en moins optimiste. Je pense que Jamie se fait pas mal d'illusions. Moi, je dis et je répète depuis le début que ce truc n'a quasiment aucune chance de fonctionner correctement. Je lui donnerai environ 10% de chance. Et encore, je suis gentil. Non, plutôt 2% de chance qu'il effectue un vol acceptable. Adam parie plutôt sur la gravité. Souvent confrontés à des risques de catastrophes majeures, Adam et Jamie décident de prendre les précautions habituelles. Il est temps de voir si cet engin peut faire décoller Buster du sol. Ce sera le premier vol d'essai officiel de la machine infernale. On démarre quand tu veux, Jamie. C'est bon. Pourvu que Buster ait une bonne assurance. Une assurance d'essai, bien sûr. On va le laisser monter jusqu'à environ 4500 tours minute. Jamie veut s'assurer qu'aucune partie du système ne chauffe de façon anormale. Tout semble normal. Jamie peut ouvrir les gaz. Paré au décollage. Compte à rebours. La machine infernale danse sur sa rampe de lancement, cherchant à s'arracher du sol. Mais le décollage est interrompu. Jamie pense que le mélange de carburant est trop riche. Je trouve que j'en ai pris plein les yeux et on n'était même pas à plein régime. À mon avis, le moteur a une aiguille d'injection censée augmenter la vitesse, qui a besoin d'un petit réglage. En clair, le moteur ne peut pas donner toute sa puissance. Nos amis vont donc devoir opérer quelques réglages avant de tenter une nouvelle fois d'entrer dans la légende aéronautique.
En cherchant à démystifier le légendaire pouvoir des pyramides, les apprentis ont obtenu un résultat plutôt déroutant. Alors les filles, ça fait 2 semaines que vous avez lancé vos tests. Quelles sont vos conclusions pour le lait? C'était bidon. Les rasoirs? Bidon aussi. Et les fleurs? Bidon. Aucune différence. Les pommes? Eh bien, là c'était différent. C'est vrai? Oui. Visiblement, la pomme de la pyramide s'est abîmée beaucoup moins vite. C'est indubitable. Même si la pomme placée sous la pyramide n'est plus fraîche et croquante, elle est loin d'être aussi gâtée que la pomme témoin. Mais il y a peut-être une explication tout à fait rationnelle à cela. Tori a oublié de stériliser la lame de la scie qu'il a utilisée pour trancher la pomme. Il est donc possible de moitié n'est de bactéries. Un dernier test est donc mis en place avec des pommes entières pour éviter toute contamination. Elles sont nettoyées à l'eau de javel, puis exposées aux ultraviolets afin d'éradiquer tout microbe. Emportés par leur enthousiasme, nos amis décident de tester également le pouvoir des cubes. S'il existe un tel pouvoir avec ce dispositif, on devrait être fixé. Orientées vers le nord, toutes les pommes vont rester en l'état pendant 4 mois. Jusqu'au dénouement de l'énigme de la pyramide. Celle de la pyramide, la pomme témoin hors pyramide, et celle du cube. Une chose est sûre, le pouvoir du cube est très néfaste. Mais qu'en est-il des 2 autres? J'ai coupé 2 échantillons représentatifs. Ici, pyramide, à côté, normal. J'inspecte la pomme de la pyramide, puis celle qui est restée en dehors. Et je ne remarque aucune différence notable. Je suis d'accord. Donc c'est bidon. Oui, évidemment. On pourrait arrêter de tester ce genre de mythe à la noix? Message reçu. Le mythe de la pyramide est une supercherie. Revenons à celui du propulseur dorsal. Adam et Jamie ont fini de régler le moteur et vont faire une 2e tentative de décollage. C'est parti! Il faut que ça décolle! 2e essai. Cette fois, le moteur tourne parfaitement. La moustache de Jamie frétille. Le tachymètre indique 5600 tours minute. La gravité n'a qu'à bien se tenir. Le propulseur s'arrache du sol. Il vole presque. Mais la gravité gagne encore. Pas loin, mais on oublie le champagne. On était vraiment à la limite. On y est presque. C'était à 2 doigts. On a atteint 5600 tours minute. C'est le plafond, la puissance maximale du moteur. Il faut réduire le poids. Du point de vue technique, tout fonctionne parfaitement. Le problème, c'est l'ensemble. Le moteur marche super bien. Tout fonctionne. Par contre, l'engin est beaucoup trop lourd. Jamie n'est pas d'accord. Pour lui, c'est un problème de poussée. Ce moteur est censé délivrer une poussée de 227 kg. Or, la machine ne pèse même pas 227 kg. Comment expliquer qu'elle ne décolle pas? Le problème est ailleurs. Moi, je pense qu'il faut améliorer l'efficacité du carénage. Pour augmenter la poussée, nos amis ajoutent une couche de balsa entre les hélices et leurs gaines. Plus l'interstice est réduit, plus la poussée sera forte. T'as vu ça? C'est pas mal, hein? Les fils de laine montrent que le souffle est plus régulier et mieux réparti. La poussée et la portance seront meilleures. C'est parfait! Malgré cette avancée, nos amis revoient leurs ambitions à la baisse Pas de commentaires, je vous prie. en retirant à Buster la place du pilote. Prends ça! C'est un constat d'échec, mais Jamie est philosophe. C'est quand même un projet extrêmement ambitieux. Je n'arrête pas de le répéter, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un type qui a investi des dizaines de millions de dollars sur plusieurs décennies pour développer ce genre d'engin. Avec l'éviction de Buster, le propulseur est allégé de 90 kg. Ça passe ou ça casse. Tu es prêt? On peut y aller. C'est parti! Essai numéro 3. Il frémit.
Mais décollera-t-il? Il voudrait bien, mais ça n'arrivera pas. Le projet est un échec. Même à vide, le propulseur ne produit pas une poussée énorme. Si on parvenait à mieux l'équilibrer, il pourrait voler tout seul. Mais pas avec une trop grosse surcharge. Autrement dit, sans pilote. Malgré tout, Jamie ne peut pas s'empêcher d'essayer la machine infernale. Madame Heinemann, vous ne devriez pas regarder ça. J'ai comme l'impression que ça ne va pas faire que chatouiller une certaine partie de mon anatomie. Ça va vibrer sévère dans mon caleçon. Qu'est-ce que t'as écrit? Pilote à Bombardier, vous me recevez? À vous. Vous êtes prêts? Ouais. J'ai l'impression d'être assis sur un dragster. L'odeur est la même. Visiblement, ce n'est pas de mal à veille que Jamie ira travailler en propulseur. C'est comment? J'avais l'impression d'être dans une espèce de mixeur géant. Ton corps encaisse vraiment des vibrations monstrueuses avec ce truc. Rien que ça, ça m'ôte toute envie de voler sur cet engin. C'est vraiment insupportable. C'était génial de regarder Jamie piloter ce truc. Avec sa moustache, il m'a rappelé ces types du début du siècle sur leur drôle de machine qui courent sur une rampe et s'élancent du haut d'une falaise. Malheureusement, Jamie a rencontré à peu près autant de succès que ses valeureux prédécesseurs en ont eu sur leur drôle de machine. Tant de rêves brisés dans leur élan. On a tout donné sur ce projet. Personnellement, j'ai vraiment tout donné. On a fait tout ce qu'on pouvait pour que ce truc fonctionne, compte tenu des informations dont on dispose. C'est impossible de le faire voler. Je ne vois pas comment. C'est une énigme. Quel est le bilan? On n'a pas réussi à le faire décoller. Donc, même si ça me fait mal de le dire, c'est un échec. On a quand même prouvé que c'était un mythe. C'est sûr. Il est rigoureusement impossible que Monsieur Tout-le-Monde utilise ce genre de plan pour voler dans les airs. Ces plans sont imprécis, il manque des informations, une foule de détails. C'est de l'amateurisme. C'est n'importe quoi. D'après toi, on ira tous au boulot en propulseur dorsal dans le futur? Ça m'étonnerait. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'avec ce type d'engin, on n'a aucune solution de secours. En cas de panne, on s'écrase purement et simplement. C'est la mort assurée. C'est ce qui a tendance à me faire penser qu'on n'est pas prêt de se balader toute la journée en propulseur. Loin de là. Alors, le mythe s'effondre. Oui, c'est évident. Bref, inutile de ranger votre vélo à la cave. Le propulseur dorsal, c'est du bidon.